tant que professeur adjoint, vous avez dû suivre des formations pour justement être un peu au courant de toute cette paperasse juridique, administrative, etc., à laquelle vous n'étiez peut-être pas habitué. Alors oui, effectivement, c'est fait dans le cadre de l'établissement, mais nous sommes membres de différentes associations d'écoles privées américaines et internationales, et nous avons des ateliers, des conférences auxquelles j'assiste de façon régulière, et j'ai suivi donc des formations à ce sujet. Et nous avons des avocats conseils, nous avons un conseil d'administration qui est formé justement d'hommes d'affaires, d'avocats conseils, qui sont plus ou moins spécialistes des questions d'éducation, mais en tout cas spécialistes du monde du travail. Et j'ai suivi ces formations et je suis d'ailleurs moi-même devenu inspecteur d'établissement. Donc je suis inspecteur d'établissement pour l'association californienne des écoles indépendantes. Donc il m'arrive de partir une semaine en mission pour inspecter une école à Sacramento, à Los Angeles, mais aussi dans un cadre international, puisque nous sommes membres d'organisations internationales où je vais inspecter par exemple l'école américaine du Bhoutan ou l'école américano-péruvienne de Lima. Donc dans ce cadre-là, c'est à la fois une formation et finalement on devient formateur. C'est une formation dans un but de benchmarking? Alors oui, il s'agit effectivement de positionner l'établissement dans lequel on travaille par rapport, entre guillemets, à la concurrence. Donc nos élèves ici sont américains en majorité. Donc il y a des familles françaises, bien sûr, et nous servons les familles françaises dans le cadre d'un service public, finalement. Et nous sommes homologués pour le brevet des collèges, pour le baccalauréat par la France. Mais la majorité de nos familles sont américaines. Et il est évident que ces familles ont choisi notre établissement, mais après le primaire, après le collège, sont invitées et sollicitées par d'autres établissements pour comparer, entre guillemets, les produits. Et donc nous devons, nous, vendre notre produit éducatif, comme le font d'autres écoles, et donc on est en concurrence. Et un des éléments, c'est évidemment les labels, à savoir que nous sommes non seulement membres du réseau des écoles françaises, mais aussi membres du réseau des écoles indépendantes californiennes, membres du réseau des écoles internationales américaines, franco-américaines, etc. Donc oui, il s'agit de se comparer, de se positionner sur le marché des écoles. Et alors vous dites que la majorité des familles sont américaines. Ce qui les attire, c'est le fait que ce soit une école franco-américaine ou le bon niveau de l'établissement? Alors, c'est le cas dans notre établissement et c'est le cas dans la plupart des écoles françaises ou franco-américaines des États-Unis. Mais ça n'est pas toujours le cas. L'école française de la Silicon Valley, par exemple, a une majorité d'élèves français. Alors, pourquoi les Américains viennent ici? Pour toute une raison, une série de raisons. Je l'évoquais tout à l'heure, l'éducation publique américaine, et en Californie, n'est pas nécessairement de bonne qualité. Il y a toute une série de programmes qui sont déficients et qui posent problème à l'État américain, aussi bien dans les résultats en mathématiques, en langue, pas de géographie, en sciences, etc. Et donc, les Américains se tournent de façon assez spontanée et assez automatique vers les établissements privés. Voilà. Donc ça ne nous définit pas nous en particulier, ça c'est vrai de façon générale. Et alors maintenant, pourquoi nous? Eh bien, pourquoi? Parce que nous offrons une éducation bilingue, et ça c'est un plus pour notre public, pas pour tout le public américain, mais pour notre public. Ils trouvent qu'il est intéressant d'être dans un établissement qui va former leur enfant dans deux langues, et finalement, pas seulement dans deux langues, mais dans deux modes de pensée, dans deux modes d'apprécier la pédagogie, et justement, pour être en contact avec ce plus international, multiculturel. Et puis j'ajoute qu'en sixième, donc de façon un petit peu décalée par rapport au modèle français, en France on commence l'anglais en sixième et puis la deuxième langue en quatrième. Alors nous commençons le français et l'anglais en maternelle, et en sixième on commence donc une autre langue, et notre choix c'est le mandarin, l'espagnol, l'italien, l'allemand qui survit difficilement, et nous pensons créer l'arabe en septembre 2009. Et évidemment, on espère que les familles vont rester avec ce choix de la sixième à la terminale. Donc finalement, l'objectif c'est d'être trilingue. Et il y a là, évidemment, on parlait tout à l'heure d'outils marketing, mais il y a là un outil qui nous différencie de façon très notable vis-à-vis de toutes les écoles américaines privées. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est le fait que nous soyons français. Parce que
Ici en Californie, on s'intéresse spontanément au chinois et à l'espagnol. Alors pourquoi le français? Le français n'a jamais été une langue parlée par une majorité d'habitants de la Californie, contrairement à l'espagnol, ou par exemple, c'est pas le cas du chinois, mais ici nous avons la plus grosse communauté chinoise sur le continent américain. Eh bien, justement parce que nous avons une tradition pédagogique, une tradition culturelle qui font que nous avons un réseau d'écoles de par le monde, et qu'il n'y a pas, par exemple, un réseau d'écoles chinoises de par le monde. Donc, il y a là un produit pédagogique qui va au-delà de la langue. C'est ça qui nous positionne de façon unique sur le marché, si j'ose dire. Enfin, si j'ose dire, c'est comme ça que c'est appréhendé aux États-Unis, il n'y a aucun doute. Et alors vous, quand vous étiez professeur, vous avez exercé combien de temps en tant que professeur ici? Alors, en fait, j'ai souvent souhaité, tout en étant dans l'administration, avoir une classe. Donc, il y a encore 2 ans, par exemple, j'étais déjà proviseur adjoint, mais j'avais une classe de première. Alors, en histoire-géographie, c'est quelques heures par semaine, donc c'était faisable. Mais un plein de temps de professeur, ça fait 10 ans que j'ai plus de temps de professeur. Vous avez vu des grosses différences avec la France dans la manière... Ah oui. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Il y a ici, et c'est très américain, voire très californien, une proximité avec les élèves qui est inconnue en France. C'est-à-dire que, d'abord pour des raisons linguistiques, les élèves ont du mal à vouvoyer les professeurs. Comme vous savez, il n'y a pas de tutoiement, vouvoiement en anglais. Donc, alors pour des raisons linguistiques, nous on veut qu'ils puissent maîtriser le tutoiement et le vouvoiement. Mais de fait, il est difficile de se battre contre le tutoiement. Et ensuite, il y a une proximité qui est extraordinaire. Il y a une décontraction chez l'élève américain qui n'existe pas en France. L'élève américain est capable de prendre la parole en public, comme ne sait malheureusement pas le faire aussi bien l'élève français. L'élève français a été formé pour être assis sur une chaise en respectant une discipline qui n'a pas lieu d'être aux États-Unis. Alors, est-ce que ça veut dire que les Américains sont indisciplinés? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a dans l'éducation américaine une spontanéité qui est hautement favorisée. C'est-à-dire, il y a moins de barrières. Ouais. C'est-à-dire que, je vais faire une comparaison là, entre 2 matières qui sont enseignées à part égale dans notre établissement. En français, on écrit sous la contrainte. C'est-à-dire que le professeur de français donne un exercice avec des contraintes en matière de sujet, en matière de règles grammaticales, en matière d'illustration dans l'écrit des règles de grammaire qu'on a étudiées, pardon, alors qu'en anglais, c'est la liberté créatrice. Donc il y a une volonté de laisser l'élève s'exprimer sans aucune sorte de limite. Et c'est vrai en fait, au-delà de l'enseignement du français et de l'anglais, dans l'ensemble de la pédagogie. Donc il y a une volonté d'extrême liberté qui donne des résultats autres que ceux que nous connaissons en France. Et alors, je ne veux critiquer ni un système ni l'autre. Je dis simplement que les résultats sont très différents. Et quand on arrive de France, on est très frappé. Par exemple, en France, on nous a expliqué que si on avait 12 sur 20, c'était une bonne note. Bon, ici, vous avez 12 sur 20, ce n'est pas une bonne note. Ici, une bonne note, c'est 18. Et si vous avez 12, ça veut dire que vous avez raté la moitié de l'exercice, puisque vous n'avez que 12 sur 20. Alors qu'en France, on nous explique que 12, c'est déjà formidable. Donc, il y a une autre perception de l'enseignement, une autre perception de la notation, une autre perception de la liberté d'expression de l'élève. Et quand je dis ça, évidemment, j'extrapole à tout. C'est vrai dans le monde. Une deuxième communauté qui est la communauté la plus ancienne, et qui est en fait une communauté qui remonte parfois au début.